Bonsoir. Je ne sais pas si on m'entend parce que j'ai changé de fonction, mais les micros sont toujours aussi loin. D'abord, j'aimerais vous remercier d'être là, vous souhaiter une très chaleureuse bienvenue. Il est vrai que les fois précédentes, je vous accueillais comme directrice de la Maison de l'Histoire avec un immense bonheur. Maintenant, c'est la même chose, sauf que je vous accueille comme vice-rectrice, et c'est Pierre-François Souillery, qui est devenu directeur de la Maison de l'Histoire, auquel je passerai la parole dans quelques secondes. Mon propos ne sera pas très long. Mesdames et messieurs, chers amis, chers collègues, c'est donc avec beaucoup de plaisir que je me retrouve ici lors d'une de ces grandes conférences organisées par la Maison de l'Histoire. La fonction ou une des fonctions premières d'une discipline académique, quelle qu'elle soit, consiste à considérer, puis à observer les manifestations de la réalité, qu'elles soient physiques, environnementales, sociales, économiques, culturelles, religieuses, donc une réalité dans laquelle nous évoluons. Cette observation, quand on travaille dans le milieu académique, se poursuit bien sûr et doit se poursuivre par une analyse rigoureuse et scientifique de certains des phénomènes de cette réalité, ceux qui nous intéressent particulièrement. Et cette analyse se fait bien sûr à l'aide d'outils et de méthodologies propres qui sont propres à chaque discipline. Et l'histoire et l'archéologie ne font évidemment pas exception, même si à première vue, on pourrait croire que historiens et archéologues ne s'occupent que du passé. Le plus souvent, d'ailleurs, ce passé est questionné explicitement ou implicitement en fonction, là encore, de la réalité dans laquelle nous évoluons aujourd'hui. Et comme l'écrivait le théoricien de l'histoire, Siegfried Kracauer, l'historien, on pourrait dire aussi l'archéologue, est le fils d'au moins deux époques, la sienne et celle sur laquelle il travaille. Les mythes font partie de notre environnement et peut-être même qu'ils en sont constitutifs. Ils peuvent nous faire parfois rêver, nous donner un sentiment d'appartenance ou même d'identité, nous rassurer souvent. Mais le problème, le revers de la médaille, c'est que très souvent, ils construisent également des vérités factices, et je mets le terme de vérité entre guillemets bien sûr, des vérités orientées, idéologiquement faussées, et induisent de cette manière des comportements sociaux et collectifs qui, au mieux, sont sournois, et au pire, c'est-à-dire quand même assez souvent, sont inacceptables. Le travail de l'historien et aussi de l'archéologue consiste à interroger ces mythes avec, dans la mesure possible, un devoir de neutralité. On n'y arrive jamais complètement, mais on doit s'y efforcer parce que si on n'essaye pas d'être le plus objectif et le plus scientifique possible, on risque de créer d'autres mythes, des contre-mythes qui sont tout aussi délétères que les premiers mythes. Et bien sûr que le travail de l'historien et de l'archéologue sont avant tout appelés à un devoir de lucidité et d'explicitation qui est extrêmement important et qui permet de mettre en relief les fonctions des mythes ou de n'importe quel objet sur lequel ils travaillent d'ailleurs, quelles que soient ces fonctions, et surtout d'en relever et d'en expliciter les conséquences. Je suis extrêmement heureuse de d'abord passer la parole au professeur Pierre Souillery, qui est directeur de la Maison de l'Histoire, et ensuite d'entendre le professeur de Moule. Madame la vice-rectrice, monsieur le professeur, chers collègues, chères étudiantes, chers étudiants, mesdames et messieurs, la Maison de l'Histoire donc, a lancé, il y a déjà quelques années, un cycle de grandes conférences intitulées « Histoire vivante », en lien d'ailleurs avec l'émission radio éponyme de la RTS, que vous connaissez tous et qui est animée par Jean Leclerc. Dans le même esprit que les rencontres de Genève Histoire et Cité, qui a été organisé donc en mai dernier, qui était le premier festival d'histoire en Suisse, ce cycle de grandes conférences Histoire vivante donc, a pour objet de nous aider à réfléchir sur les événements du présent
à partir de l'expérience et du travail d'un ou d'une historienne de qualité. Ce soir, plus particulièrement, deux phénomènes importants me paraissent pouvoir attirer notre attention. Le premier, c'est celui de nos identités collectives, identité nationale, identité européenne, dont certains pensent qu'il s'agit de données intangibles, mises à mal par des phénomènes extérieurs, comme la globalisation par exemple. Face à cette interrogation sur l'identité, l'une des réponses consiste à mettre en avant nos racines réelles ou supposées, nos racines par exemple judéo-chrétiennes ou indo-européennes, c'est souvent d'ailleurs les mêmes qui insistent sur ce type de choses, ou alors encore sur la foi, par exemple dans le mouvement des Lumières dont nous serions ou nous sommes les héritiers. Cette quête d'identité ou d'autochtonie est d'autant plus forte que certains de nos compatriotes la vivent comme une véritable crise, une crise identitaire, et se sentent d'une certaine façon menacés par la question. Le second phénomène qui nous concerne ce soir certainement, c'est celui de l'idée même de migration. Nous-mêmes, nos grands-parents ou nos ancêtres avons été tous des migrants. Nous sommes tous des migrants sans aller jusqu'à la sortie d'Afrique de nos ancêtres il y a 80 000 ans ou peut-être plus encore. La néolithisation de l'Europe s'est faite en partie en suivant la voie prise par les réfugiés venus du Moyen-Orient cet été. Donc les hommes et les techniques ont toujours circulé le long de ces voies. Alors, rien de neuf sous le soleil, pourrait-on dire. C'est un peu la question qui sera abordée ce soir sous un angle un peu différent par le professeur Jean-Paul Demoule à travers le prisme de l'histoire réelle ou mythique des fameux Indo-Européens. Alors, Jean-Paul Demoule est archéologue et historien, professeur à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il est à l'origine spécialiste de proto-histoire, de ce phénomène de néolithisation de l'Europe, et a effectué ou dirigé de nombreuses campagnes de fouilles dans le nord de la France, en Grèce, en Bulgarie. Par ailleurs, préoccupé par la destruction d'un certain nombre de sites patrimoniaux et notamment préhistoriques, il a été l'un des rédacteurs de la nouvelle loi en France du 1er août 2003 sur l'archéologie préventive. Et il est à l'origine de la création de l'INRAP, l'Institut national des recherches d'archéologie préventive, qu'il a présidé de 2001 à 2008. Enfin, en tant qu'historien, cette fois, Jean-Paul Demoule réfléchit sur nos pratiques scientifiques contemporaines et s'interroge sur les mythes qui façonnent ou qui ont façonné nos imaginaires. D'une bibliographie considérable, je retiens en tout cas pour ce soir 3 ouvrages. Le premier, c'est La Révolution néolithique dans le monde, qui est un ouvrage publié sous sa direction au CNRS, édition en 2009, qui est un ouvrage assez remarquable parce qu'il associe donc sous sa direction donc une collection, une pléiade de chercheurs dans une démarche extrêmement pluridisciplinaire. On retrouve des archéologues, bien entendu, mais aussi des anthropologues, des linguistes, des généticiens, des agronomes, et puis une démarche globale, puisque l'ouvrage couvre de très nombreuses aires culturelles, parfois un peu oubliées, alors l'Europe, bien entendu, les Balkans, le Proche-Orient, mais aussi les Amériques, l'Afrique, l'Extrême-Orient et même l'Océanie. Et puis, je citerai volontiers, dans un genre très différent, alors, on a retrouvé l'histoire de France, comment l'archéologie raconte notre passé, qui est un essai, on peut dire un coup de gueule, très amusant à lire, plein d'humour, qui montre entre autres que l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs, mais que ce n'est pas toujours les mêmes, et puis qui démontre aussi comment la France, d'une certaine façon, a tourné le dos à son passé en s'inventant une filiation quasi nationale avec l'Égypte antique et le monde gréco-romain, en délaissant entièrement le passé pré-romain de ce pays. Et puis, bien sûr, le troisième ouvrage, c'est « Mais où sont passés les Indo-Européens ?» Le mythe d'origine de l'Occident, c'est aussi le titre de cette conférence. C'est donc le titre de son dernier livre, vous l'avez compris, qui, au-delà de la question proprement dite des Indo-Européens, s'attaque à ce qui pourrait être une histoire démystifiée de la science et des pratiques scientifiques au XIXe et au XXe siècle, ce que moi je considère pour ma part comme un véritable exercice de vigilance intellectuelle. Donc sans plus attendre, je passe la parole à Jean-Paul Demoule,
Et je lui pose donc la question dont vous attendez tous avec impatience la réponse. Mais où sont donc passés les Indo-Européens ? Merci Pierre, merci Madame la vice-rectrice, mes chers collègues, chers amis. Je vais donc essayer de vous résumer les thèses que je soutiens dans ce livre, qui est que, certes, il y a des ressemblances indéniables entre les langues indo-européennes, mais que le modèle habituel est peut-être beaucoup plus complexe que cela. Et avant, justement, j'écris ces deux phrases parce qu'il y a eu, en réaction à la sortie de ce livre, beaucoup de commentaires favorables, mais aussi des commentaires défavorables. Et donc, pour qu'il n'y ait aucune confusion ce soir, petit 1, je ne dis pas que les ressemblances entre les langues qu'on appelle indo-européennes tiennent au hasard, mais c'est bien un groupe de langues qui se ressemblent plus entre elles qu'elles ne ressemblent aux langues sémitiques, aux langues dites finno-ougriennes du nord de l'Europe. Et deuxièmement, ce n'est pas parce qu'il y a eu des détournements de l'idée indo-européenne, ou plus exactement une prolongation paroxystique avec le national-socialisme, que ça disqualifie toute recherche là-dessus, puisqu'on a régulièrement essayé de me faire dire que j'aurais dit que, puisque les nazis s'étaient emparés de ce thème, c'était donc un thème nazi. Donc je l'écris bien noir sur blanc, et ne l'oubliez pas. Donc, rappel pour tout le monde, à partir de la fin du XVIIIe siècle, on s'aperçoit qu'un certain nombre de langues dans l'ensemble de l'Europe, mais aussi en Iran et en Inde, partagent un certain nombre de traits, de mots de vocabulaire, de certains traits grammaticaux, qu'on peut trouver aussi des ressemblances dans la mythologie, et que donc, en prenant une terminologie allemande, parce que cette science est essentiellement allemande pendant tout le XIXe siècle, il y aurait eu un peuple originel, Urvolk, qui parlait cette langue originelle, Ursprache, et qui vivait dans une patrie originelle, Urheimat. Et ceci distinguerait les Européens de tous les autres peuples du monde. Juste pour rappel, les différentes familles indo-européennes sans sous-familles, sans rentrer dans le détail, les langues celtiques, italiques dans le français, germaniques, baltes, slaves, indo-iraniennes, avec les langues de toute l'Inde et de l'Iran et de l'Afghanistan, soit plusieurs dizaines, et puis des langues beaucoup plus limitées dans l'espace, le grec, l'albanais, l'arménien, et puis des langues disparues, les langues de l'ancienne Turquie, comme le hittite ou le phrygien, et le tokarien également en Europe, dans l'actuel Xinjiang chinois. Ces ressemblances constatées dès le départ, c'est par exemple que le mot pour dire la mer se dit mater en latin, en grec, matir en vieil irlandais, modar en gothique, et que pour le père, de même, on a comme ça un certain nombre de ressemblances, mais je reviendrai un peu plus tard sur la réalité de ces différentes ressemblances. Donc les langues indo-européennes, au départ, c'est limité, là, c'est ce que vous avez en bleu ici, et vous avez un foisonnement de langues. On estime qu'il y a 6000 langues actuelles ou disparues dans le monde, et la conquête européenne du monde à partir de la Renaissance fait que vous avez en vert foncé toutes les régions où on parle une langue indo-européenne comme première langue, et en vert clair, là où elle occupe une place importante comme langue de communication ou administrative. Donc les deux zones grises qui restent, c'est l'arabe et le chinois, à quelques exceptions près. Donc c'est quand même la majorité des langues actuellement parlées dans le monde. Toutes ces langues ne sont pas connues au même moment. Les trois langues les plus anciennement connues, c'est le hittite donc, en Turquie,
ici, vers moins 1500, le grec mycénien vers moins 1500 aussi, et la langue ancienne de l'Inde, le sanskrit, à partir de moins 1500 et moins 1000. Donc on a trois langues classées comme indo-européennes vers moins 1500. Ce n'est pas les plus anciennes langues connues, puisqu'il y a aussi l'égyptien ou le sumérien sont bien plus anciennement connus, mais ces trois langues qui sont apparentées, mais qui sont déjà très différentes l'une de l'autre. Donc si on suppose que cette langue originelle, ce serait la même chose que le latin par rapport aux langues romanes, ça veut dire que l'éclatement de la langue première de la Ursprache date déjà de bien avant 1500 avant notre ère. Et une des autres informations qu'on a, c'est à date historique où se trouvent des peuples qui nous ont laissé des textes et dont on sait que donc ils parlaient des langues indo-européennes, mais c'est évidemment très écrasé dans le temps, comme ce qu'on a vu juste précédemment, puisque on a, pour les Grecs ou les Hittites, on est en moins 1500, alors que pour les Albanais ou les langues baltes, on va être dans les 2-3 derniers siècles de notre ère. Donc à partir du XVIIIe siècle, on voit émerger cette idée d'une Europe qui aurait une histoire particulière, qui aurait une race particulière, un continent, et qui aurait cette ancestralité linguistique particulière, suggérant donc un peuple originel. C'est une idée qui émerge à partir de la Renaissance, à partir du moment où la Bible cesse d'être la seule explication possible du monde, puisque avant on a la Bible dont la lecture littérale sera obligatoire jusqu'au début du XXe siècle. Et déjà, on a un philosophe comme Leibniz en 1705 qui dit que les ressemblances que lui constate entre le latin et le grec, les langues celtiques et germaniques, tiennent sans doute au fait qu'un peuple originel est venu de la mer Noire à date ancienne, donc exactement l'hypothèse qu'on va retrouver invariablement, avec à chaque fois des arguments différents, jusqu'à nos jours. Et pourtant, c'était il y a 300 ans et sans aucune démonstration archéologique. La mise en forme de ces ressemblances va être le fait de la science allemande pendant tout le XIXe siècle, à commencer par l'allemand Franz Bopp et le danois Rasmus Rask, qui fondent ce qu'on appelle la grammaire comparée des langues indo-européennes. On prend les différentes langues et on cherche quelles sont leurs ressemblances en termes de vocabulaire, mais aussi de structure de la langue, de déclinaison, etc. Et la deuxième génération, avec le botaniste August Schleicher, mais ça plus en forme. C'est un botaniste, donc il ne pense la parenté entre les langues comme de manière généalogique, et il est le premier à tracer ce qu'on appelle l'arbre généalogique des langues indo-européennes, Stammbaum en allemand, symbolisant et montrant noir sur blanc quel est l'éclatement successif de la dispersion du peuple originel du Urfolk. Et il s'essaye même, il est le premier, mais pas du tout le dernier, on y reviendra, à écrire une fable dans la langue, la Ursprache, qu'il a reconstituée, qui raconte une histoire de moutons et de chevaux. La localisation de cette patrie originelle, de cette Urheimat, va être le fait de ce qu'on appelle la paléontologie linguistique, qui est mise en forme par un érudit de Genève, l'officier d'artillerie Adolphe Pictet, au milieu du XIXe siècle, qui part de l'idée pleine de bon sens que les mots qu'on va rencontrer dans les différentes langues qui sont identiques pour désigner une technique, par exemple le cuivre, ou des animaux, ou des paysages, vont décrire de fait la patrie originelle avec ses techniques et son économie. Et si on
une racine qu'on va trouver dans les différentes langues désigne le être, ça veut dire qu'il y avait des êtres dans la patrie originale. Donc on va faire des lignes comme ça de là où il y a ou où il n'y a pas tel ou tel mot des langues indo-européennes, et on a abouti à ce tableau extrêmement contradictoire où chaque cercle désigne l'endroit où un chercheur donné, celui-là par exemple Rhein pour cette zone, a fixé la position du foyer originel à partir de la paléontologie linguistique. Donc vous voyez qu'on a en fait tout a été dit, tout est possible. Il y a même eu le pôle Nord avec d'autres arguments, et il y a l'Inde elle-même qui est pas sur la carte, qui est un tout petit peu à droite, mais qui a été proposée également, et avec un renouveau récemment avec le nationalisme hindou. Alors pourquoi est-ce que la paléontologie linguistique ne marche pas? Parce que si vous prenez les langues anciennes en distinguant celles où une réalité est désignée par la même racine dans les différentes langues, certes ça marche, vous avez un certain nombre de cas, mais vous avez un certain nombre d'autres cas, deuxième ligne, où une réalité donnée pour le chien ou la roue ou la pluie va être le fait de... on ne va pas trouver la même racine dans les différentes langues, et de manière inexplicable, puisqu'il y a le même mot pour le pied, mais pas le même mot pour la main. Et vous avez aussi des racines non indo-européennes. Et pour mieux le comprendre, il suffit de prendre l'exemple des langues indo-européennes modernes, l'allemand, le français, l'anglais, etc. Vous avez des termes qui sont avec la même racine pour désigner un certain nombre de réalités, la bière, le téléphone, la cerise, etc. Mais vous avez un certain nombre d'autres réalités où là, les mots sont très différents. Le cas célèbre de la pomme de terre qui se diffuse petit à petit dans la paysannerie européenne. Les Italiens vont utiliser le mot truffe, tartufo, qui va devenir mal compris Kartoffeln en allemand, qui arrive en Bohème par le Brandebourg, donc on va l'appeler Brambor, qui arrive en Hongrie, mais on l'attribue à la Bourgogne, donc on va l'appeler Bourguigna, etc., etc. Donc ce trajet, nous, on les connaît des mots pour les périodes récentes, mais ça nous permet de comprendre que le trajet des mots aux périodes anciennes était extrêmement complexe, si bien que la paléontologie linguistique continue à être utilisée alors même qu'elle est toujours dans les contradictions. Alors, néanmoins, dans ce fouillis des foyers présentés, est-ce qu'il y a une logique? Il y a une certaine logique qui part de l'Inde. L'Inde, à la fin du XVIIIe et pendant le romantisme, avec des figures en Allemagne comme Herder ou Schlegel, est fascinée par l'Inde, par une sagesse hindoue qui serait une sorte de sagesse de rechange par rapport à la Bible et à l'héritage judéo-chrétien, et aussi par une certaine forme d'antisémitisme. On va essayer d'avoir l'Inde comme origine lointaine et de rechange, d'autant que ce qui a provoqué vraiment, qui a cristallisé ces ressemblances entre les langues, c'est la découverte du sanskrit, la langue ancienne de l'Inde, à la faveur de la colonisation anglaise et française de l'Inde, et que donc on découvre une langue qui a des traits particuliers qui rappellent les déclinaisons grecques par exemple, et que donc ça serait peut-être de là que serait parti le peuple originel et sa langue originelle. Donc ensuite, Adolphe Pictet, dont je viens de vous parler, genevois, lié aussi à la grande famille des Saussures, va développer la paléontologie linguistique et va décrire une vie bucolique idéale des Indo-Européens comme une race totalement à part et bénie par la Providence, et qui vit dans un paysage qu'il fixe cette fois en Bactriane, c'est-à-dire près de l'Afghanistan, et dans un paysage qui, comme vous voyez, peut rappeler aussi beaucoup sa Suisse natale. Ensuite, l'étape suivante, on rapatrie toujours un peu plus vers l'Europe, c'est les steppes
un peu de l'Asie centrale, mais de plus en plus de l'Europe, que Leibniz avait déjà revendiqué, mais qui est repris de manière très systématique dans un gros ouvrage en 2 volumes du linguiste, du philologue Otto Schrader, fin 19e, début 20e, l'encyclopédie des antiquités indo-européennes, où lui aussi tranche pour les steppes sur l'argument que, comme il n'y a pas de nom d'arbre commun aux langues indo-européennes d'Asie, c'est-à-dire indo-iraniennes, et aux langues européennes d'Europe, c'était donc un endroit sans arbre, donc c'était la steppe. C'est ce qu'on pourrait appeler une linguistique de l'absence. Et quand on va lui proposer quelques contradictions, par exemple, pourquoi est-ce que les steppes au nord de la mer Noire, l'Ukraine actuelle, sont traversées par des grands fleuves comme le Don, le Dniepr, ou encore plus à droite la Volga? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de mot commun pour le poisson, tous les poissons d'eau douce? Il va dire, c'est parce qu'il y avait un tabou alimentaire sur les poissons. Et c'est un argument qui va être l'argument du tabou, vous le retrouvez très souvent chez les tenants, et il y en a jusqu'à nos jours, de la paléontologie linguistique. Et quand on lui disait, mais pourquoi il y a un mot, on trouve presque le même mot pour désigner l'ours, un terme comme arct, que vous avez dans Arctique, dans la plupart des langues indo-européennes, alors que les ours sont des animaux qui vivent dans la montagne et dans la forêt, et pas du tout dans les steppes, ils disaient, ça prouve justement qu'il y avait des ours dans la steppe. Donc, vous avez, avec la paléontologie linguistique, même si je le présente là, sous une forme un peu caricaturale, mais à la fois réelle, et de la part d'un savant qui est aussi compétent que honnête et sérieux, c'est parce que cette démarche, vous allez la retrouver identique jusqu'à nos jours. Néanmoins, on continue à pousser ce que j'ai parfois appelé le berceau à roulettes jusqu'à l'extrémité de l'Europe, et on arrive sur les bords de la Baltique, puisque en Allemagne, dès le début, mais ce n'était pas la position de Bopp, mais sinon ça a été celle de tous les autres savants allemands, indo-européen se dit indo-germain, indo-german. Et même encore aujourd'hui, dans les universités, c'est le terme académique qui est utilisé. C'est d'abord, certes, plutôt des amateurs, des linguistes amateurs nationalistes qui vont proposer cette situation dans la Scandinavie. L'argument pour indo-germain était en théorie qu'on prenait les 2 bouts de la zone géographique, les hindous d'un côté, les germains de l'autre, donc indo-germain. Alors, comment est-ce qu'on fait pour vraiment déterminer, ou, à part la paléontologie linguistique, qu'est-ce que l'archéologie peut dire cette fois? Pour que l'archéologie dise quelque chose sur le foyer originel des Indo-Européens, il faut qu'on voit toute une série d'objets qui caractérisent une civilisation, ce qu'on appelle souvent une culture en archéologie, caractérise une région et qu'on voit ces objets peu à peu se répandre dans une ou plusieurs directions. Par exemple, même si on ne connaissait pas l'histoire de l'Empire romain, dans 2000 ans, les archéologues verront qu'il y a des objets typiques au départ de l'Italie qu'on va progressivement trouver dans tout le bassin méditerranéen. Et on dira, tiens, il y a eu un phénomène de diffusion, de conquête, etc. Donc il faut trouver quelque chose de ce genre. Et deuxièmement, il faut que ce phénomène de diffusion soit indo-européen et quelque chose à voir avec les indo-européens. Alors, à l'heure actuelle, sans revenir sur la vingtaine de foyers qu'on vient de voir, il y a 3 localisations. Donc ce qu'on vient de voir, la Scandinavie, ce qu'on a vu aussi, les steppes de l'Ukraine, et troisièmement, la Turquie actuelle, l'Anatolie et le Proche-Orient, là où est inventé le néolithique, donc justement l'agriculture et l'élevage. Donc voilà quelles sont ces 3 hypothèses, parmi celles qu'on trouve dans la littérature actuelle, dans ce qui est publié actuellement. Donc en commençant par la Scandinavie, et le nord de l'Allemagne et la Baltique, donc toute cette région, c'est donc ce que proposent les
une partie des archéologues allemands à partir de la fin du 19e et début du 20e siècle, et en particulier le professeur de préhistoire à l'université de Berlin, Gustav Kosina, qui écrit ce livre Die Indo-Germanen, et qui va faire l'hypothèse que ces peuples, donc ce peuple originel, part de ce berceau et ensuite, en 14 invasions successives, va prendre le contrôle de toute l'Europe et d'une partie de l'Asie. Mais en même temps, ce peuple va perdre de plus en plus, au contact des indigènes soumis, va perdre de sa pureté originelle, va s'abattardir, Bastardierung, dira-t-on en allemand, et d'une certaine, cela suggérant qu'on restaure cette pureté originelle. Donc Kosina a la chance de mourir en 1931, mais ce programme-là va effectivement être appliqué jusqu'au bout par le national-socialisme. Ce n'est pas du passé, puisque vous connaissez tous la prestigieuse collection Que sais-je, publiée par les presses universitaires de France. Donc vous en avez eu un sur l'indo-européen, un autre sur les indo-européens par le linguiste Jean Audry, professeur à l'université de Lyon 3 et maintenant en retraite, qui, dans le chapitre consacré au type physique des indo-européens, explique qu'ils sont grands, blonds et aux yeux bleus, et cite en bas de page Hans Günther, Rassenkunde des deutschen Volks, Berlin 1933, donc le principal raciologue du régime nazi. Et également un autre livre, ici un autre passage, Die nordische Rasse bei den Indo-Germanen Asiens. Donc les références sont explicites, et effectivement, Jean Audry, qu'on voit ici sur cette photo, appartient à tout un mouvement qu'on peut qualifier d'extrême droite païenne, donc à droite du Front National ou branche non catholique traditionnaliste du Front National. Donc voilà une partie de cette revendication identitaire, et qui fait que le Centre d'études indo-européennes de l'Université de Lyon 3, créé et dirigé par Jean Audry, a été dissous à la suite d'une commission officielle d'historiens, dans la mesure où ils avaient été compromis avec une thèse et deux maîtrises ouvertement négationnistes, c'est-à-dire niant l'existence des chambres à gaz. Alors, je n'ose dire l'ironie de l'histoire, mais le retournement sémantique qu'ils font, c'est qu'au moment de la publication de mon livre, dans plusieurs de ces publications d'extrême droite, la plus célèbre étant Éléments, il y a un article de 4 pages qui m'est consacré, s'appelle « Réponse aux négationnistes », c'est-à-dire que c'est moi qui suis le négationniste, puisque je nie l'idée d'un peuple indo-européen originel. Bien, donc je leur ai écrit, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas parce qu'il y a eu cette utilisation, et il y a toujours cette utilisation par l'extrême droite de la notion d'un peuple identitaire indo-européen originel, que ça disqualifie toutes les études. Simplement, c'est une sorte de miroir grossissant de l'une des voies que peut prendre l'hypothèse ou le mythe. Alors, deuxième localisation, celle de Leibniz et de Schrader, les steppes de l'Ukraine et du sud de la Russie. Donc, région de steppes, ça a été développé à date récente beaucoup par une archéologue américaine, Maria Gimbutas, formée en Allemagne, qui suppose qu'on aurait toute une série de vagues qu'elle appelle Kurgan, parce que Kurgan, c'est le nom dans les steppes, c'est un nom tartare d'origine, c'est le nom des petits tumulus funéraires qu'on fait au-dessus des tombes des personnages importants. Donc il y aurait un Kurgan 1, Kurgan 2, Kurgan 3, et de là, ces populations se seraient répandues progressivement dans toute l'Europe. Alors la voilà ici à différentes périodes de la vie, et elle est aussi très connue parce qu'elle a beaucoup écrit de livres sur l'idée que puisqu'il y avait des figurines féminines au néolithique, ça veut dire que c'était une période de matriarcat où c'était les femmes qui avaient le pouvoir politique,
comme le montraient toutes ces statuettes. Il est devenu un peu à son tour une idole de certains mouvements féministes californiens un peu New Age. Comme vous savez, ce n'est pas parce qu'on représente surtout des femmes que ça veut dire que les femmes ont le pouvoir politique. Il suffit de regarder les affiches ou les magazines commerciaux. Cette idée-là est évidemment un anachronisme, mais ce n'est pas le sujet de ce soir, on pourra en discuter une autre fois, mais en tout cas ça a très bien marché, et ça a d'autant bien marché que traitant des Indo-Européens qui sont quand même, on était une génération après la fin du nazisme qui avait, l'idée avait été quand même un peu sulfureuse, elle a fait une présentation différente en disant il y avait deux Europes, une Europe matriarcale, pacifique, qui était à gauche, néolithique, et puis les gens des steppes, les gens des Kourganes étaient de brutals guerriers masculins, et ils ont détruit la civilisation néolithique. Alors c'est effectivement une très belle histoire, sauf que ça correspond à pas grand-chose sur le plan archéologique. Néanmoins, elle a été reprise, notamment son principal disciple, James Mallory, dont le livre a été traduit en français, à la recherche des Indo-Européens. À l'époque, supervisé la traduction au seuil, parce que c'est quand même des termes assez complexes. James Mallory, qui est chercheur irlandais, mais d'une grande honnêteté, qui pense qu'ils sont partis des steppes, mais qui reconnaît qu'il n'y a aucune preuve archéologique, parce que je vous ai dit qu'il fallait d'une part prouver un déplacement, et d'autre part montrer que c'était indo-européen. Alors, on va dire c'est indo-européen parce qu'ils sont dans les steppes, il y a des chevaux dans les steppes, et on a trouvé, je vais y revenir, des charrettes dans les steppes. En revanche, ce déplacement de proche en proche depuis les steppes, lui, est beaucoup loin d'être prouvé. Donc ça serait, d'un point de vue archéologique, les populations du sud de l'Ukraine, avec un certain nombre de sites archéologiques, qui fabriquent cette poterie, qui ont des sortes d'insignes de pouvoir et qui enterrent leurs morts, ici, les morts importants, sous des petits tumulus, dont on reconstitue l'aspect physique avec les attaches, à partir des attaches musculaires sur le crâne, qui évolue dans une culture, une civilisation entre 3005 et 3000 environ, qu'on appelait la culture des tombes à fosses, Yamnaya Kultura, parce que les morts sont enterrés dans une fosse assez profonde sous le tumulus. Et maintenant, souvent dans la littérature, on trouve ce terme Yamnaya pour désigner la civilisation des tombes à fosses, qui seraient donc les Indo-Européens originaux, qui ensuite auraient déferlé sur l'ensemble de l'Europe. Donc voilà quelques-unes de leurs caractéristiques, des charrettes à roues, donc parmi les plus anciennes connues actuellement, mais à peu près contemporaines de ce qu'on trouve au Proche-Orient à la même époque, des stèles représentant des guerriers, et puis ces formes de poterie. Donc là, c'est une image ethnographique, mais c'est pour montrer que ces chars à roues pleines, comme on les trouve dans les tombes, ne sont pas encore des chars de guerre qui seront inventés que 1500 ans plus tard avec l'invention de la roue à rayons qui permet d'aller plus vite. Voilà les exemples de ces stèles funéraires. Et voilà les mouvements donc, à partir de la zone et qui seraient partis dans toutes les directions. Et si on les compare avec les langues historiquement connues, ça serait là qu'on trouverait ensuite les Indiens, les Iraniens, les Tokhariens, Arméniens, Grecs, Italiques, Celtes, Germains, Baltes, Slaves. Ça serait comme ça que se seraient mises en place les différentes langues indo-européennes. Alors c'est souvent cette hypothèse qu'on rencontre dans la littérature de seconde main, et comme je vous l'ai dit, pour me répéter, on peut penser qu'ils sont indo-européens parce qu'il y a des charrettes et il y a des chevaux,
mais ces charrettes ne sont pas des chars de guerre, et les chevaux qu'on trouve en abondance au début dans ces sites sont surtout des chevaux sauvages qui seront domestiqués que très progressivement. Et par exemple, justement, les chevaux sauvages, il y en avait partout en Europe au Paléolithique. La forêt repousse, donc ils restent dans les endroits découverts. Et ça, c'est tous les endroits où on a trouvé des chevaux sauvages sur le plan archéologique. Donc certes, beaucoup dans les steppes, mais aussi un peu dans d'autres endroits. Les zoologues ont tendance en général à estimer que il y a eu plusieurs centres de domestication du cheval. Jusqu'à présent, les premiers animaux domestiques, c'était au Proche-Orient, c'est le chien, le mouton, la chèvre, le bœuf, le porc, et qui apparaissent donc avec les premiers agriculteurs, mais en moins 6500, 6000 en Europe, hein, et le cheval va être domestiqué un petit peu plus tard, mais on maîtrise déjà bien les techniques de domestication, donc il n'y a pas de problème pour domestiquer un animal dans plusieurs endroits à la fois. Je ne vais pas reprendre un par un tous les différents, par rapport à la carte de tout à l'heure, tous les différents endroits où sont censés arriver les Indo-Européens, mais si on prend le cas de l'Inde, pendant longtemps, on a dit qu'il y avait la grande civilisation urbaine de l'Indus, de 1700 jusqu'à moins 1700, elle disparaît en moins 1700, et pendant longtemps, l'explication canonique, c'est l'arrivée des Indo-Européens. Indo-Européens qu'on va appeler Aryens, puisque dans les anciens textes, les plus anciens textes de l'Inde, les Védas, il y a la lutte du bien et du mal, il y a la lutte des Aryas contre les Daesya. Et donc on a dit, les Aryas, c'est la manière dont on nommait les Indo-Européens qui arrivent, donc on les appelle les Aryens. Et ce terme d'Aryen va être repris justement par le nazisme. On va parler d'Aryens ou de non-Aryens, et également par la collaboration sous Vichy, qui, comme vous le savez, a collaboré avec enthousiasme à la politique antisémite de Vichy, et reprendra ce terme d'Aryen, et pas Indo-Européen. Ce terme d'Aryen repose certainement sur un contresens qui est décrit dans les Védas. C'est des grands thèmes mythologiques, ce n'est pas des réalités historiques. C'est la lutte des aristocrates contre les autres, hein. Mais ça a été et du bien contre le mal, mais ça a été interprété par les hautes castes de l'Inde, les brahmanes et les kshatriyas, comme désignant leur arrivée, et donc ça les arrangeait, cette histoire, et bizarrement, symétriquement, les historiens marxistes des années 60-70 en Inde l'ont repris à leur compte, mais dans l'autre sens, en disant oui, ça prouve bien que c'est des envahisseurs extérieurs, un peu comme l'aristocratie française se prétendait de race franque sous l'Ancien Régime, et que donc sous la Révolution on a dit puisqu'ils sont germains qu'ils retournent dans leur forêt. Donc ça a été repris comme ça, et maintenant c'est repris par le nationalisme hindou, mais dans l'autre sens, et les nationalistes hindous sont au pouvoir actuellement, le parti qu'on appelle le BJP, et développe l'idée qu'au contraire, les vrais Indo-Européens étaient en Inde, et que c'est de l'Inde qui sont partis sur l'ensemble de l'Eurasie. Et cette idée donc de l'arrivée des Aryens, qui a longtemps été développée dans les manuels scolaires, là, ils arrivent sur leur char de guerre, et ils mettent l'Inde à feu et à sang. Plusieurs livres, donc celui-là de l'historien Michel Danino, montre qu'il n'y a pas de traces. Et maintenant, la plupart des archéologues travaillant sur l'Inde admettent que l'effondrement des sociétés de la civilisation de l'Indus ne résulte pas d'une invasion brutale, mais provient d'un effondrement d'une société, d'un système urbain surdimensionné et trop centralisé, qui s'effondre progressivement sur lui-même et qui fait place aux mêmes personnes, mais dans des petites communautés villageoises et sans convoi de déplacement de population. Et là, sur cette carte pas très nette, vous avez dans la théorie steppique, tout ce qui est en jaune, hein, c'est des endroits avec des populations de type steppique, ce qu'on appelle la culture d'Andronovo.
et elle serait censée déferler sur l'Inde justement en moins 1700, et on n'a absolument aucune trace archéologique d'un tel déplacement de population. Il n'y a aucun déplacement de culture matérielle au sens où je le définissais tout à l'heure. Alors ça c'est pour l'Inde, on pourrait refaire la même démonstration pour chacune des grandes familles. Par exemple, on sait qu'en Grèce on parle grec à partir de moins 1500, c'est une des 3 plus anciennes langues, mais on serait bien en peine jusqu'à présent de trouver un consensus archéologique sur le moment où ces Grecs seraient censés arriver depuis les steppes. Néanmoins, dans les livres en français que vous pouvez trouver de seconde main, voilà, les 4 des principaux, c'est cette théorie steppique qui est défendue. Et aux États-Unis, dans la mesure où Maria Gimbutas était américaine, vous avez également plusieurs livres de première main ou de deuxième main qui soutiennent cette idée. Alors, troisième hypothèse, qui a été pendant un temps la plus médiatisée, c'est le néolithique qui vient du Proche-Orient, qui va ensuite se diffuser dans une grande partie de l'Eurasie, popularisé par l'archéologue britannique Colin Renfrew, professeur à Cambridge, donc l'énigme indo-européenne, archéologie et langage, qui va partir de l'idée simple que le néolithique, il apparaît au Proche-Orient, qu'il crée, donc à partir de 9000-9500, qui crée immédiatement un boom démographique qui n'a pas cessé. L'humanité, c'était quelques centaines de milliers d'habitants il y a 10 000 ans au maximum, et on arrive à 7-8 milliards maintenant, dont 1 milliard ne mange pas à sa faim et un autre milliard est en surpoids. Et ça, c'est à la suite du néolithique. Donc cet accroissement démographique se fait là sur cette carte. J'ai montré uniquement ce qui concerne l'Europe, mais ça va concerner également l'Asie centrale et le nord de l'Afrique. Ce boom démographique va se répandre dans l'ensemble du Proche-Orient, de l'Europe. Alors là, c'est l'inverse. On ne nie pas la réalité, où une grande majorité des archéologues sont d'accord pour ce mouvement de proche en proche. On peut suivre kilomètre par kilomètre quasiment les mêmes formes de poteries, de tombes, et ça a été confirmé aussi par la génétique. Mais est-ce que c'est vraiment les Indo-Européens ? Pour Colin Renfrew, c'est ce qui expliquerait ensuite, c'est sa carte avec le groupe anatolien qui donnera le hittite au départ, puis les Grecs, puis les Slaves, etc. Alors, je ne vous fais pas la démonstration sur tout ce qu'on peut dire contre cette théorie, parce que ce serait un peu long. Là, je vous montre juste que ça existe. Mais il y a un certain nombre de faits qui se heurtent à ce problème, notamment l'existence de langues non indo-européennes dans une partie de l'Europe, parce qu'on parlait dans les premiers palais crétois, l'étrusque, les différentes langues ibériques et ce qu'on appelle le tartessien, le picte en Écosse, le proto-basque, donc qui fait que normalement ça aurait dû être un rouleau compresseur qui aurait dû balayer ces langues non indo-européennes, si bien que certains linguistes retournent le problème en disant au contraire, c'est ce qui subsiste de langues non indo-européennes en Europe, c'est sans doute les vestiges de la première langue de ces premiers agriculteurs. Alors, cette idée, dans tous les cas, ou là, dans un cas, si on met à part l'hypothèse scandinave qui est validée par rien, parce que j'ai eu de mouvement du nord vers le sud, archéologiquement constaté, mais toujours l'inverse. On a d'un côté un modèle qui se prétend indo-européen à cause du cheval et de la roue, mais dont je vous ai dit qu'on pouvait en douter, et qui, par ailleurs, ne témoigne pas de grands mouvements archéologiques, et de l'autre côté, un grand mouvement archéologique, mais dont rien ne prouve qu'il soit indo-européen.
ça nous amène à questionner quel est le modèle historique derrière, parce que cette idée, à chaque fois, repose sur une idée du XIXe siècle, qui est celle de l'État-nation, avec un pays homogène, des frontières et une langue homogène. Or, les langues nationales homogènes datent du XIXe siècle. Elles ont été fixées très progressivement. Et vous savez, vous prenez l'exemple du suisse allemand où il n'y a pas eu de standardisation du suisse allemand. Il va changer de canton en canton. La dialectologie montre que les langues romanes au niveau des villages changeaient de village en village. Et on disait même qu'on pouvait aller de Rome à Paris sans rencontrer de frontières linguistiques. Et le fait que dans ces petites sociétés, qui ne sont pas des sociétés avec des États centralisés, des sociétés de type proto-historique, dont l'ethnologie nous montre des exemples, eh bien, tout le monde est multilingue dans la mesure où on va échanger aussi bien des biens que des conjoints ou des conjointes. Et donc, il y a l'idée d'une langue unique et une idée complètement anachronique et moderne, et vient de l'idée de l'État-nation. Si on prend l'exemple, on a deux modèles qu'on peut appliquer, soit le modèle romain, c'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, on ne peut pas manquer archéologiquement le modèle romain. Et c'est le latin qui donne naissance aux langues romanes. Mais pourquoi il donne naissance aux langues romanes? Parce qu'il y a eu un demi-millénaire d'un empire fort et centralisé. Et on le voit archéologiquement. Et comme on ne voit pas archéologiquement ces déplacements de population, on va dire, prenons le modèle inverse, le modèle des conquistadors qui, tout seuls, vont mettre à bas l'empire aztèque et l'empire inca avec quelques centaines d'hommes bien armés. Le problème, c'est que tous les exemples historiques qu'on a de petits groupes de guerriers qui prennent effectivement le pouvoir quelque part, eh bien, au bout de quelque temps, ils disparaissent culturellement et linguistiquement parce qu'ils sont noyés dans la masse, s'ajoutant aux alliances matrimoniales. C'est le cas des Francs en France. Je parle du français, mais en fait, c'est la langue qui descend de ce que parlaient les Gallo-Romains, parce que les Francs sont noyés assez rapidement. C'est le cas des Vikings, des Vandales en Afrique du Nord, des Visigoths en Espagne, des Proto-Bulgares en Bulgarie, des Mongols, etc. Dans tous les cas, il y a eu effectivement perte d'identité assez rapide. Donc, l'Empire romain, certes, il était vaste et il est bien connu archéologiquement, mais il ne donne pas partout naissance à des langues romanes, même au prix de ces 500 ans de domination. Et le modèle conquistador fait que, certes, on va passer d'une Amérique pré-coloniale avec des centaines de langues à quelque chose de beaucoup plus uniforme, mais au prix de 500 ans de deux empires coloniaux extrêmement forts avec leurs missionnaires, leur bureaucratie et leur armée. Et même encore maintenant, vous avez des millions de gens qui parlent des langues amérindiennes, le guarani par exemple, ou Paraguay est en situation de bilinguisme avec l'espagnol, le quechua est parlé encore par des millions de gens. Et si on prend l'Empire franc, eh bien effectivement, dans toute cette région, on ne parle pas prise par les Francs, on ne parle pas du tout de langue germanique. Voilà la carte des incursions vikings qui leur permet de prendre un pied dans un certain nombre de régions, de créer même le premier État russe, créé par des vikings, les Varegs, mais et en Ukraine actuelle, et comme vous le savez, on ne parle pas de langue germanique. Alors là, les religions, je vais être rapide sur la mythologie comparée. Donc c'est Georges Dumézil, c'est pas que lui, mais à 80% c'est Georges Dumézil, un savant très célèbre en France, presque une icône nationale à laquelle il est difficile de toucher, et qui rentrait à l'Académie française, à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, et qui montre que les mythologies, un certain nombre de mythologies de peuples parlant des langues indo-européennes sont organisées suivant trois fonctions.
la souveraineté magico-religieuse, la guerre et tout le reste, c'est-à-dire le travail, plaisir, fécondité, etc. Et on va le retrouver aussi bien dans un certain nombre de religions, en Inde, chez les Romains, chez les Germains, et aussi dans des épopées comme le Mahabharata en Inde ou les légendes des Narthes chez les Ossètes du Caucase qui parlent une langue iranienne. Le problème, c'est que si on regarde un peu plus près, il y a bien des mythologies parlées par des peuples indo-européens qui sont organisées suivant ces trois fonctions, mais qu'il y en a d'autres qui rentrent moins ou d'autres qui ne rentrent pas du tout, comme les Hittites, les religions essentiellement orientales, ou surtout les Grecs, où les 12 dieux de l'Olympe ne peuvent vraiment pas se répartir, ou alors arbitrairement, suivant les trois fonctions, à tel point que Dumézil lui-même a dit, justement, c'est le génie grec, c'est de s'être libéré du carcan de cette organisation idéologique trifonctionnelle. Et le problème inverse, c'est qu'on va trouver ces divisions trifonctionnelles plus ou moins chez des populations non indo-européennes, comme au Japon ou en Corée, avec l'assentiment de Dumézil, qui l'a mis sur le dos d'emprunts, mais s'il peut y avoir des emprunts à ce moment-là, tout est possible. Et puis il ne faut pas oublier qu'il y a plein de religions qu'on ne connaît pas, soit de peuples parlant des langues indo-européennes, soit d'autres peuples qu'on ne connaît pas, puisqu'en général, ces populations n'ont commencé à écrire qu'au moment de leur christianisation, donc justement de la disparition de leur religion originelle. Et donc, plutôt que de penser à une religion originelle qui ensuite aurait diffusé, on peut aussi bien penser à toutes sortes de formes de contact qu'on a bien dans les échanges de biens de prestige, ici les morts de chevaux de différents types, objets de prestige par excellence, à l'âge du bronze, à l'époque où on a effectivement des sociétés organisées de manière très guerrière, et où on va trouver effectivement des thèmes mythologiques qui se promènent à travers l'Eurasie et qui sont beaucoup plus plausibles comme mode de fonctionnement que de penser à une origine au néolithique. Ce thème du soleil, du cheval, du char de guerre va se retrouver dans différents points d'Europe à cette époque dite de l'âge du bronze, c'est-à-dire entre 2000, pour simplifier, entre moins 2000 et moins 1000 avant notre ère. Donc il n'y a pas coïncidence entre le fait de parler une langue indo-européenne et le fait d'avoir une mythologie organisée en trois grandes fonctions, comme l'a mis en relief Dumézil. Ça ne veut pas dire que Dumézil a faux, ça veut dire qu'il a mis en évidence toutes sortes de schémas, ce que personne n'avait fait avant lui, notamment de manière structurale, qui me l'a montré des ressemblances frappantes concernant certains mythes qu'on va retrouver semblables chez les Celtes, les Romains ou les Germains, par exemple, comme le thème du Borgne du Manchot, des Horaces et des Curiaces, mais qu'il y a plein d'autres mythes où on ne trouve pas de ressemblance, qui sont isolés, et on a aussi des cas où la mythologie de type indo-européen va emprunter à des mythologies non indo-européennes, notamment d'influence de la Bible dans certains cas. La question raciale maintenant, pour terminer avec les différentes sciences impliquées, qui justement a été utilisée par le national-socialisme. L'idée de race, elle n'est pas au début constitutionnelle à l'Occident, puisque tous les hommes viennent d'Adam et Ève, donc il n'y a pas de races très différentes. Mais quand on commence à classer les animaux, on veut classer aussi les humains à partir de la fin du XVIIIe siècle, de Linné, de l'encyclopédie, etc. Et c'est là que le racisme apparaît comme tel, avec non seulement il y a des races, mais il y a une inégalité entre les races. Et Paul Broca, par exemple, qui est un médecin qui nous a légué notre zone de Broca qui nous permet de parler,
fonde en 1859 la Société d'anthropologie de Paris, dont une partie des débats qu'on peut suivre de numéro en numéro est mais d'où viennent les Indo-Européens ou les Ariens, comme ils les appellent, et quelle est leur race, est-ce que c'est des grands blonds aux yeux bleus, comme le disent les Allemands, ou est-ce que c'est des petits bruns, comme le disent les Français? Il va y avoir des bagarres sévères, et aussi entre les anthropologues français et les anthropologues allemands, d'autant plus que les Français avaient commencé à mesurer la taille et le poids des cerveaux, et au bout d'un certain temps, ils se sont aperçus que les Allemands avaient un cerveau plus gros que les Français. Donc, ils l'ont attribué à l'influence de la bière pour essayer d'en rendre compte et de se sortir de ce mauvais pas. Donc, on va donc classer l'ensemble des races, en général en représentant souvent de manière plus avantageuse. Là, la race nordique, comme c'est un livre français, ils n'ont pas un air aussi flamboyant que quand c'est dans les livres allemands. Et puis on va essayer de trouver s'il y a une race française, mais évidemment on a un certain mal à en trouver une. Donc on va décider qu'il y en a deux, plutôt blond et grand au nord et petit et brun au sud, mais que c'est le seul cas où on obtient quelque chose d'harmonieux dans le mélange de races. Parce que si vous admettez que les races peuvent se mélanger, vous aurez rapidement plus de races du tout, puisque tout le monde sera mélangé, ce qui est effectivement qui est la position actuelle de tous les biologistes. Donc, assez rapidement, plus on mesure, on arrive à prendre jusqu'à 5000 mesures sur un même crâne, moins on arrive à avoir de races. Et à la fin, les anthropologues physiques, à la fin du 19e siècle, aussi bien français qu'allemands, anglais, américains, disent la race n'existe pas. Et les anthropologues vont se replier petit à petit sur la génétique, et le racisme va devenir une pure affaire idéologique, avec Arthur Gobineau, le plus ancien au 19e siècle, mais surtout Georges Vacher de la Pouze, qui est un anthropologue amateur. L'Arien, son rôle social, où il décrit que les grands blonds sont bien et les petits bruns pas bien, et qui va influencer directement le national-socialisme. Et Cossina, d'ailleurs, se réfère beaucoup à Vacher de la Pouze. Il y aura quelques endroits où on mesure des crânes un peu plus longtemps, comme avec Henri-Victor Valois en France, mais c'est relativement rare. Mais en revanche, vous trouvez, comme dans ce livre d'un certain John Day, des revendications à base de mesures de crâne, un livre américain, essayant toujours de trouver une race indo-européenne. Alors on bascule vers la génétique progressivement pour essayer de retracer des mouvements de population, et du fait que ces dernières années, il y a effectivement une révolution dans l'anthropologie physique ou anthropologie biologique, c'est le fait qu'on arrive à retrouver, à analyser de l'ADN ancien. C'est l'ADN qui fait qu'on existe, et on a des méthodes de plus en plus perfectionnées. C'est comme ça qu'on a pu refaire le génome de l'homme de Néandertal et voir que nous tous, dans cette salle, on est à peu près 4% de gènes de Néandertal, et qu'on a donc tous une part néandertalienne en nous, différente sans doute suivant les gens. Et donc on est capable de retrouver l'ADN, et cette première proclamation fracassante d'une équipe de Toulouse et de Krasnoïarsk en Russie disait on a retrouvé des Indo-Européens parce que sur une vingtaine de squelettes on avait trouvé des gens qui avaient les yeux plutôt clairs et les cheveux plutôt clairs, mais répartis, 20 personnes réparties sur 2-3 000 ans et sur 2-3 000 kilomètres. Ça, c'est une proclamation qui ensuite est restée à un niveau plus modeste. Et puis c'est reparti
en force cette année avec deux articles dans le même numéro de la revue Nature aux États-Unis qui parlant d'une migration massive des steppes qui serait donc la source des langues indo-européennes, donc toujours l'hypothèse de Leibniz, de Schrader, de Gimbutas, mais à chaque fois avec des arguments différents. Schrader n'avait pas d'argument archéologique, Gimbutas en a, mais pas complètement convaincant. Donc là, on abandonne l'archéologie et on passe, toujours de manière circulaire, on passe à la génétique. Et donc voilà, on a un certain nombre de points où on a des squelettes. On part des steppes, donc c'est toujours la même culture dite Yamnaya, la culture des tombes à fosses, et on retrouve un nombre d'individus avec quelques dizaines d'analyses, dont certains ont une partie de leur gène qui ressemble beaucoup aux gens qu'on trouve dans les steppes. Alors, voilà, ça c'est l'analyse des correspondances, on met ensemble en fonction des différents critères. Ici, c'est les gens du néolithique, donc avec plutôt de souches proche orientales. Ça, c'est les Yamnaya, et ça, c'est les gens de la céramique cordée, qui ne sont pas identiques aux Yamnaya, ceux de céramique cordée du nord de l'Europe, mais qui sont plus proches des gens de Yamnaya que le néolithique, du moins dans les quelques dizaines d'analyses qui ont été faites jusqu'à présent. Et si, en simplifiant un peu abusivement, on considère qu'il y a 3 types de patrimoine génétique en Europe, dans l'Europe ancienne comme dans l'Europe moderne. En orange, les gènes qui sont plutôt proche-orientaux pour l'Europe néolithique en bas. En bleu-violet, les gènes plutôt des indigènes chasseurs-cueilleurs mésolithiques avant l'arrivée du néolithique, mais qui continuent à exister génétiquement, et en vert, c'est les populations censées venir des steppes, les Yamnaya. Ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde les langues modernes, eh bien, on voit qu'il n'y a rien qui différencie entre les 3 patrimoines génétiques. Les populations actuelles parlant des langues indo-européennes et les populations actuelles parlant des langues non indo-européennes. Là, vous en avez 3, les Estoniens ici, qui sont là, les Hongrois qui sont ici, et les Basques qui sont là. Et vous voyez qu'il n'y a rien qui permet de les distinguer, là, quand on peut savoir quelle langue ils parlaient, puisque évidemment, on ne sait pas quelle langue on parlait à l'Europe néolithique. Donc on est fondé à revenir en arrière et à se demander est-ce que le modèle de départ est correct. Et est-ce que l'arbre, seul modèle possible sur le latin donnant naissance aux langues romanes, est-ce que l'arbre est effectivement ce seul modèle possible? Et si on revient à Schleicher et à son arbre, à son Stammbaum, on a effectivement des arbres au XVIIIe siècle ici, après les arbres les plus modernes qu'on a actuellement, fait par un linguiste indo-européaniste bien considéré, Eric Hamp. On va avoir à peu près les mêmes divisions, mais en même temps pas complètement. Et on a toute une série d'arbres. Je ne vous les montre pas. Si vous tapez Stammbaum ou arbre généalogique des langues indo-européennes sur Internet, vous en trouverez des dizaines qui sont... à chaque fois, on va bien distinguer les grands groupes de langues, mais ensuite, pour comment est-ce qu'on peut représenter très finement ce qui est arrivé archéologiquement, on a plutôt du mal. Alors, les linguistes se sont mis, il y a quelque temps, à l'informatique et ont utilisé des modèles mathématiques dits phylogénétiques pour fabriquer comme ça des embranchements en prenant les différentes langues, à chaque fois caractérisées par un certain nombre de traits dans leur vocabulaire et dans leur grammaire. Et donc ça, c'est un arbre qui, à chaque fois après, en essayant de dater de manière linguistique interne le moment de séparation de ces langues en fonction de leur distance plus ou moins grande de par leur vocabulaire et leur grammaire. Donc là,
cet arbre-là qui a été très diffusé, où il y a eu des articles dans toutes les grandes revues scientifiques de vulgarisation, fait par une équipe néo-zélandaise, datait la séparation vers moins 8000, enfin 8000 avant maintenant, donc vers moins 6000, donc ça tombait pile avec le modèle de Renfrew, ils viennent du Proche-Orient. Mais une autre équipe, au contraire, a fait d'autres calculs et arrive donc à un autre arbre, et lui, il fait partir de 5000 avant maintenant, c'est-à-dire pile le modèle steppique. Donc en gros, on peut dire à peu près ce qu'on veut dans l'état actuel de la linguistique et des mathématiques, ce qui ne veut pas dire qu'on ne fera pas des progrès, mais en tout cas les deux se renvoient dos à dos. Et on peut imaginer des modèles plus complexes comme celui-là, ou un modèle en réseau, au contraire, qui date déjà d'il y a 50 ans, présenté par l'anthropologue Alfred Kroeber. Vous avez les différentes langues, un grand groupe de langues indo-européennes, comme ici le germanique, le celtique, le grec, le balte, le slave, l'arménien, l'indo-iranien et le sanskrit, sont dans ce schéma, d'autant plus près qu'ils ont des proximités dans la structure des langues, mais ce qu'on voit, c'est que c'est en même temps la géographie. Et donc ce modèle veut dire qu'on est d'autant plus près géographiquement qu'on va l'être linguistiquement, ce qui pourrait être banal, mais qui n'est pas du tout le modèle de l'arbre. Et si on prend l'ensemble des racines communes, tout à l'heure on a vu le père et la mère, donc là ça marche bien, mais sur entre 1500 et 2000 racines connues, il faut descendre à 8 familles pour avoir une centaine de racines communes. Si vous prenez les 14 familles sous-familles indo-européennes, il n'y a qu'une seule racine sur les 1500 à 2000 qui soit commune aux 14. Et quand on regarde actuellement tous les linguistes qui ont essayé de refaire la fable de Schleicher sur les moutons et les chevaux que vous avez là, deux tentatives récentes, 2007 et 2013, par deux linguistes tout à fait honorables. Vous voyez que ça n'a pas du tout aucun rapport l'une avec l'autre. Ce qui veut dire que, certes, il y a des ressemblances, effectivement, il y a des mots communs, mais en déduire que ça serait la solution, on voit bien que c'est beaucoup moins, ces relations sont beaucoup plus lâches qu'on ne dit bien. Et dès le XIXe siècle, il y avait des élèves même de Schleicher, par exemple comme Johannes Schmidt, qui propose un modèle de convergence, au contraire, entre langues, ou Hugo Schurart, qui travaille sur les langues mixtes, autre élève de Schleicher, ou plus tard Nikolai Trubetskoy, un des fondateurs de la linguistique structurale, qui va dire on n'a pas besoin d'un point unique. Et de fait, si on regarde, on a toutes sortes de langues qui sont des langues mixtes. Le roumain a au moins un tiers de mots slaves. L'anglais, quand vous lisez un texte anglais, on se débrouille assez bien parce que la moitié du vocabulaire est français et les déclinaisons ont disparu et l'ordre du mot est le même qu'en français. Si bien qu'on a beaucoup de cas de linguistique dite aréale, Sprachbund, comme disait Trubetskoy. Un des exemples connus, c'est les langues balkaniques, où la disparition des frontières à la suite de la conquête ottomane au XIVe siècle fait que pendant 500 ans, il n'y avait plus de frontières. Donc il y a eu des interactions entre les langues avec toute une série de traits là, que j'ai listés, disparition de l'infinitif, la manière de former le futur, etc., par convergence, qui fait que c'est une sorte de laboratoire de ce qui pouvait se passer entre des langues beaucoup plus nombreuses et de beaucoup plus petite taille à date ancienne. Un exemple pour l'Inde, fait par un linguiste britannique, Massika. En gris, là vous avez une série de langues. En grisé, c'est les langues indo-européennes. Et là, vous avez 30 traits qui caractérisent ces langues. Eh bien, on voit que le hindi, langue indo-européenne,
est quasiment identique pour ses 30 traits au télougou, qui est une langue dravidienne, pas du tout classée comme indo-européenne, et que les langues indo-européennes de l'Europe sont beaucoup plus éloignées de l'hindi qu'un certain nombre de langues indo-européennes par ces phénomènes justement de convergence géographique. Donc tout ceci pour dire qu'il n'y a pas de solution qui fasse consensus, qui soit convaincante et prouvable dans l'état actuel des connaissances. Qu'au XVIIIe siècle, on peut considérer qu'effectivement c'est un mythe d'origine qui va être distinct de la Bible, parce que la Bible, on la doit aux Juifs, et les Juifs, c'est ceux qu'on massacre quand il y a un problème. C'est les boucs émissaires habituels, donc c'est une situation quand même très compliquée. Qu'au XIXe siècle, on dirait officiellement, d'accord, le mythe au début, mais maintenant c'est la science, la grammaire comparée, mais que cette science continue de fonctionner dans le même modèle, que c'est le modèle aussi de l'État-nation, c'est le modèle de la colonisation du monde, et que c'est une science essentiellement allemande, parce qu'on sait ce que c'est qu'être français ou anglais à l'intérieur de frontières politiques, mais qu'être allemand, c'est parler allemand. Les Allemands étant éclatés entre de nombreux États, d'où un intérêt beaucoup plus grand pour cette idée indo-européenne qui n'intéresse absolument pas ni les Français ni les Anglais pendant tout le XIXe siècle. Au XXe siècle, on a effectivement fait des avancées dans différents domaines, notamment en archéologie, mais on continue à tourner de manière circulaire, comme j'essayais de vous le montrer, avec le même modèle. Donc il reste le XXIe siècle, c'est à vous, et ceci est le résumé qui dit que, effectivement, je ne nie pas que ces langues ont des rapports, hein, mais que c'est certainement, il faut imaginer des modèles beaucoup plus compliqués en réseau, en interaction permanente, où les langues qui nous restent, c'est-à-dire très peu, finalement, ça a été uniquement le moment où ces langues ont débouché sur des États avec des scribes, une bureaucratie, des villes, et qui nous ont donc transmis les langues en question, qui étaient à chaque fois des langues littéraires et administratives. Et c'est un tout petit peu ce qui nous est resté par rapport à l'océan des langues populaires en interaction constante. Donc c'est certainement du côté d'un modèle de genre. Je fais partie des gens optimistes et étroitement positivistes qui pensent qu'un jour on aura résolu des bouts importants de ce problème, mais que maintenant, pour l'instant, y compris nos amis généticiens qui ont des résultats tout à fait intéressants, mais qui font fonctionner à l'intérieur du même modèle, et vis-à-vis duquel on doit être d'autant plus vigilant qu'il a eu effectivement des exploitations historiques fâcheuses. Voilà, je vous remercie. Donc, merci Jean-Paul Demoule pour cette magnifique conférence. Alors nous avons très peu de temps, donc je ne vais pas être... nous avons à peine une dizaine de minutes, il faudra libérer la salle, donc si vous avez une question à poser, c'est le moment. Est-ce qu'il y a des micros pour... Là-bas. Voilà. Je suis confus, je pensais être resté dans les temps. 1h10. Ah oui, j'ai fait 1h10. Oui, mais on a commencé qu'à 40, parce qu'avant il y avait un discours introductif. Y compris. Oui. Ah oui, d'accord. Les 50, là. D'accord. Merci de... Ça passe. Merci de votre conférence très vaste et très détaillée. J'ai quand même le sentiment qu'il ne faudrait pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire, il y a quand même des faits linguistiques cohérents. Par exemple, qu'est-ce que vous faites de la reconstruction des laryngales? Il y a des traces de ça dans toutes les langues indo-européennes et ça fait un ensemble cohérent.
Qu'est-ce que vous faites des recherches sur le langage poétique indo-européen, la phraséologie? Il y a là des correspondances phraséologiques marquantes. Donc, vous avez bien dit au début, vous ne niez pas les correspondances, mais quand même, il y a des cohérences frappantes qui doivent remonter de plusieurs millénaires. Et puis, la dernière chose, ça serait que est-ce que vous n'auriez pas pu présenter un modèle de votre part pour cela? Et là, pour les créoles. Oui, je sais qu'on a dit que l'Indo-Européen lui-même avait été un créole, mais vu la phraséologie, les laryngales, la cohérence du système phonématique, il a dû exister pendant 3 millénaires au moins en unité cohérente. Oui, je connais ces arguments et l'expression « jeter le bébé avec l'eau du bain », j'ai entendu même déjà plusieurs fois. Donc il y a effectivement une phraséologie poétique qu'on peut... oui. C'est des questions très techniques. Hein, donc il y a phraséologie, la gloire immortelle qu'on va retrouver en Inde et en Grèce. C'est pas tant de formules que ça. C'est rarement plus de 2 mots et c'est rarement dans plus de 2 ou 3 langues. Donc le fait que c'est plus baladé aussi, ces thèmes, comme on a des thèmes mythiques qui se sont baladés, ça peut être une réponse tout autant, si vous voulez. Le modèle généalogique ne me paraît pas s'imposer. J'essaie d'être... Oui, oui. Les laryngales, c'est considéré comme une grande victoire, et notamment suisse, de Ferdinand de Saussure, mais il n'y a pas de consensus non plus sur les laryngales. Il en avait mis 3, et suivant les linguistes, il y en a entre 1 et 10 à l'heure actuelle. André Martinet envoyait 10, par exemple. Je crois qu'il y avait une question par là. Pardon. J'avais une petite question à propos de la génétique. Je trouve que vous êtes passé un peu rapidement sur les 2 articles dans Nature. Il y a l'article de Alan Toft dont vous n'avez pas parlé du tout. Donc je voulais savoir si vous l'aviez lu en détail. Il faut savoir que pour ces 2 articles, il y a des équipes très grandes internationales qui ont été mises en œuvre, et que dans Internet, vous pouvez trouver pour chacun 100 pages de calcul et de recherche, et aussi en archéologie. Oui, et d'autre part, il y a le gène RAA. Monsieur, on a très peu de temps, donc si vous voulez bien... Le gène RAA fait dans plusieurs dizaines d'articles dont vous avez mentionné nulle part. Oui, donc les 3 derniers jours, j'étais dans un colloque de généticiens où il y avait Alan Toft, Hack et tous les généticiens qui ont publié ces 2 articles dans Nature. Ce que j'ai vu, c'est qu'ils étaient beaucoup plus prudents quand on parlait ensemble que ce qu'ils écrivaient. Une analyse de génome complet, ça vaut 60 000 € pour une analyse. Donc vous avez intérêt à avoir des résultats un peu spectaculaires. Donc ils ont... je ne mets pas du tout en cause leur honnêteté, parce que justement, quand vous discutez honnêtement avec eux, ils ont beaucoup plus le pied sur le frein que ce qu'ils ont écrit dans les deux articles de Nature, aussi bien Hack que Alan Toft ou que David Reich. Je pense, j'étais à la fin de mon exposé, donc j'ai comprimé, effectivement. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à attendre de la génétique, mais que là, on a appliqué effectivement toujours le même modèle. Vous avez des tas de problèmes génétiques. Par exemple, les gens de Yamnaya, ils avaient les yeux bruns, et les gens qu'on trouve dans la céramique cordée ont les yeux bleus. Donc ça pose, sans rentrer dans le détail, il y a encore beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de choses à attendre, mais à condition d'avoir des modèles plus complexes. Déjà, merci pour votre conférence. Alors moi, c'est une question d'ordre des religions. Donc, quand vous avez parlé du modèle, vous avez impliqué l'Inde, notamment avec les Védas. Est-ce qu'on peut vraiment parler des 3 dimensions du Mésil par rapport à l'Inde ?
C'est ce que lui dit. Moi, je ne suis pas un indianiste. Là, sur Dumézil, si vous voulez, je sais qu'il y a eu il y a eu un certain nombre de contestations sur le fait qu'il pousse un peu trop dans son sens, notamment les textes les plus anciens, les textes du Veda, en privilégiant les trois dieux principaux qu'il arrange au couple de dieux Mitra, Varuna, Indra, et puis les jumeaux disent Nasatya, et qu'il a un peu fait des choix pour entrer dedans. Donc il y a des critiques, notamment d'historiens des religions allemands comme Bernfried Schlerath, qui sont très réservés sur l'interprétation concernant l'Inde. Et il y a effectivement un peu un cercle vicieux qui avait aussi indiqué en France par l'indianiste Charles Malamud. Oui, juste une brève question d'archéologie. Quand on a vu les chars supposés de la culture des Kourganes et du sud de l'Ukraine, vous avez dit qu'à l'époque, la plupart des chevaux étaient essentiellement sauvages. On n'est même pas certain qu'ils aient été tirés par des chevaux. Donc on peut imaginer par des ânes. La question que je suis en train de lire, presque sur le ton de la blague, c'est que les supposés chars de guerre des vaillants guerriers commencent à ressembler à des carrioles de gitans, au fur et à mesure. Voire, je dirais, en fait, des carrioles de commerçants. Est-ce qu'un argument d'un peuple qui serait plutôt d'un groupe de peuples qui serait plutôt commerçant aurait pu aider à effectivement répandre tous ces termes indo-européens parmi des tas de langues devenues un peu créoles, en fait? Après, toutes les hypothèses sont possibles. Simplement, ce que j'ai voulu rappeler, c'est que l'image des guerriers défilant sur leurs chars de guerre a été mise à mal, à la fois parce que ce n'étaient pas des chars de guerre, et deuxièmement parce qu'effectivement une partie de ces chevaux sont des chevaux sauvages et pas encore domestiques, et quand ils sont domestiqués, ils ne sont pas domestiqués tout de suite par la monte. Donc c'est par rapport à ça. Ensuite, toutes les hypothèses, moi je suis tout à fait favorable justement à plus de modèles d'échange et de réseau, mais ensuite il y a un temps pour les hypothèses, un temps pour leur validation. Oui. Oui, bonsoir. Oui, vous m'entendez. Non, je voudrais exprimer un tout petit regret par rapport à votre conférence, parce que, disons, la tonalité descriptive des linguistes, j'ai l'impression qu'on a compris que les linguistes, finalement, vous avez parlé vous-même de caricature. Je crois qu'il faut faire un tout petit peu attention, et j'aimerais vous inciter à une forme de prudence, parce que vous allez vexer beaucoup de linguistes. Je le dis en tant que président de la Société suisse de linguistique, je suis prof de linguistique dans une autre université. Non, pas du tout, je suis professeur de linguistique dans une autre université. Je ne sais pas si les collègues du département de linguistique ici ont été invités, mais probablement qu'ils seraient... disons, surpris de la manière cavalière dont vous les avez expédiés ad patres, voilà. Oui, c'est un peuple cavalier. Oui, non, plus sérieusement, c'est pour ça que j'ai dit, et au début et à la fin, que je ne niais pas qu'il y ait des correspondances entre ces langues, mais j'ai essayé de montrer que dans le vocabulaire, c'était beaucoup moins compact, et le travail n'a jamais été fait sur les traits morphologiques, et je pense qu'on aura à peu près le même résultat. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont indéniables dans certaines déclinaisons, mais pas partout, et que voilà. Et quand on discute à chaque fois avec un linguiste, et je l'ai fait souvent, et je fais relire mon texte aussi avant publication par des linguistes, ils admettent que le modèle en arbre est beaucoup trop simple. Mais donc là, tout le monde va être d'accord. Mais dès qu'ils vont aller un peu plus loin, c'était déjà le cas de Meillet qui disait c'est juste un système de correspondance, mais 100 pages après, il disait quand même c'est une langue de chef puisqu'ils ont conquis le monde. Et très souvent, vous avez dans le travail philologique, linguistique, un travail extrêmement fin et convaincant, et puis après, il y a un moment où on veut passer à l'interprétation globale, et là, je trouve que presque à chaque fois, il y a un saut, et qu'on peut presque parler de double langage de toute bonne foi, mais avec il y a un saut qualitatif quand on va passer à l'interprétation. Bien, on va arrêter là parce qu'il faut libérer la salle. Je vous remercie tous d'être venus ici nombreux, et je remercie bien sûr le professeur Denis.